Il est 8h30, on va pouvoir commencer ce webinaire. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Europe organisé par les 7 technopoles de Bretagne sur le thème Maximiser vos chances de succès sur une candidature de projet européen. Donc pour information, ce webinaire sera enregistré et il sera également disponible en replay sur le site web des 7 technopoles de Bretagne. Si vous avez des questions à poser tout au long du webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses. Nous aurons un temps d'échange à la fin du webinaire pour y répondre. Alors, un mot d'introduction sur la mission Europe des 7 technopoles de Bretagne. Donc, il s'agit d'une mission d'intérêt général qui vise à conseiller et accompagner les entreprises innovantes qui souhaitent déposer un projet européen de recherche et d'innovation. C'est une mission qui est portée par les technopoles de Quimper et de Brest. On couvre l'ensemble du territoire breton. Donc Rosane Levaillant est la référente pour la Bretagne Sud et moi-même, Pauline Presse, je suis la référente pour la Bretagne Nord. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à reprendre contact avec nous à la suite du webinaire si vous avez des questions. Et Rosane vous présentera un peu plus tard, plus dans le détail en fait, l'accompagnement et comment on peut vous aider à vous positionner sur ce type de projet. Donc, au programme ce matin, nous aborderons dans un premier temps la construction d'une candidature à un projet européen de recherche, développement et innovation, donc en vous donnant des bonnes pratiques, des conseils pratiques pour rédiger une bonne candidature. Et ensuite, vous verrez comment vous pouvez être accompagné pour le dépôt de ce type de dossier, notamment à quel moment faire appel à un consultant. Donc, ce webinaire sera animé par l'équipe Europe que je viens de présenter des 7 technopoles de Bretagne et également par l'ACI, donc l'Association des conseils en innovation, qui regroupe environ 70 cabinets conseils. Juste pour rappeler un peu le cadre de ce webinaire, donc ce matin, nous allons nous intéresser uniquement au programme Horizon Europe. Il s'agit du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation sur la période 2021-2027. Donc, il s'agit d'un des programmes sectoriels gérés par la Commission européenne. Il en existe d'autres, il existe aussi les fonds structurels, mais ce sont des logiques un petit peu différentes, donc nous ne les aborderons pas ce matin. On va vraiment se concentrer sur Horizon Europe. Donc, ce Horizon Europe qui vient d'être lancé et qui a une enveloppe de près de 100 milliards d'euros sur la période 2021-2027 et qui propose également de nombreux financements européens différents pour la recherche et l'innovation. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous cherchez à faire financer des projets de R&D. Cette slide, c'était simplement pour vous montrer quelques chiffres sur la participation des entreprises bretonnes dans les projets européens de recherche et d'innovation. Là, c'était sur la période 2014-2020. Donc, vous pouvez voir qu'il y avait 91 entreprises qui ont été impliquées dans des projets européens et que c'était une grande majorité de PME également. Vous voyez que c'était 80% des entreprises qui avaient moins de 50 salariés. Donc, c'est également accessible à des PME. Alors, pourquoi s'impliquer dans des projets européens? Tout d'abord, c'est que ça vous permet de bénéficier d'un financement qui est sous forme de subvention à un taux souvent très intéressant par rapport à d'autres types de financements nationaux. Cela vous permet de financer votre R&D et ainsi de garder une avance sur vos concurrents. C'est également majoritairement des projets collaboratifs, donc ça vous permet de partager les investissements et les risques avec vos partenaires. C'est également la possibilité d'explorer de nouveaux marchés, donc que ce soit à la fois au niveau sectoriel, donc vous pouvez tester sur un nouveau secteur applicatif ou géographique en travaillant par exemple avec un utilisateur dans un autre pays européen. Et bien sûr, ça renforce grandement votre visibilité et notoriété au niveau européen. Une fois que vous aurez commencé à déposer des projets européens, vous serez plus facilement contacté pour en intégrer de nouveaux. Alors, si ça vous a donné envie de participer à ce type de projet européen, il y a quelques petites questions à se poser avant d'y aller, donc notamment au niveau de vos objectifs. Alors, quelle est l'ambition de votre projet? Est-ce que vous avez justement de la R&D à financer? À quel calendrier, quelle échéance? Est-ce que vous êtes prêt à collaborer? Et ça peut être aussi des questions à se poser par rapport à vos ressources internes, vos ressources financières, techniques pour porter un nouveau projet.
Donc, si la majorité de ces signaux sont au vert, vous pouvez vous lancer dans le dépôt d'un projet européen. Donc maintenant, il va falloir plancher sur votre dossier de candidature et je vais donc passer la parole à Stéphanie Albiero et Peggy Favier de l'ACI qui vont vous donner les clés pour la construction d'un projet européen réussi. Juste en quelques mots, je vais vous présenter quand même l'association des conseillers en innovation. Donc, cette association a été créée en 2009 et elle représente plus de 70 entreprises et 5000 collaborateurs en France. L'objectif de cette association, c'est de défendre le métier de conseil en innovation ainsi que de le faire connaître et de le valoriser. Nous sommes organisés en 4 commissions, la commission politique publique, projet collaboratif, fiscalité et stratégie d'innovation. Les experts de nos différentes commissions produisent des livrables techniques, dont des livres blancs. Et aujourd'hui, on va vous présenter en fait le fruit d'un travail de la commission de projet collaboratif sur un livre blanc sur le montage de projets européens, qui a été coécrit par Stéphanie Albiero, Peggy Favier, Emma Baller et Lucie Guillotot. Merci Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, avec Peggy, on est déjà ravis d'être présente aujourd'hui pour traiter de plusieurs sujets qui concernent le montage de projets européens. Et comme le mentionnait Marjorie, donc pour ce webinaire, nous sommes vraiment basés sur le guide des bonnes pratiques du montage de projets européens que nous avons développé au sein de l'Association des conseillers en innovation. Alors pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons extrait vraiment les informations les plus importantes au sein de ce guide afin de faire un tour d'horizon de ces bonnes pratiques. Et nous allons vraiment nous concentrer plus particulièrement sur quatre aspects. Alors, tout d'abord, si on pouvait juste passer à la slide suivante, comme ça on aura accès au sommaire de ce webinaire. Donc, 4 aspects d'abord. Dans un premier temps, on va revenir sur les prérequis. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans l'aventure européenne? Ensuite, comment concevoir, comment structurer les objectifs du projet et comment structurer son consortium? Ensuite, on va revenir sur les contours du projet et sa raison d'être. Et enfin, et non des moindres, on va aussi vous donner des conseils rédactionnels pour maximiser le succès de votre proposition. Alors, avant de passer aux prérequis, on va faire une petite piqûre de rappel concernant la typologie des projets qui sont financés et attendus par la Commission européenne. Tout d'abord, c'est important de rappeler que la Commission européenne a pour vocation à financer des projets qui sont excellents, qui sont complexes, et vous allez vraiment faire face à un certain nombre de contraintes. Alors, d'ores et déjà, il faut garder aussi en mémoire que le calendrier des projets européens est très contraignant. Vous n'aurez foncièrement que peu de temps, en moyenne 4 mois, pour élaborer votre proposition et pour trouver vos partenaires entre la publication de l'appel à projet et leur soumission. En plus de ça, il existe un certain nombre de clauses d'éligibilité qui vont varier selon les appels à projets que vous allez cibler, alors que ce soit pour des projets qui sont monobénéficiaires ou des projets qui sont collaboratifs. Et ensuite, pour chacune des actions, chacun des dispositifs, vous aurez un cahier des charges différent avec des critères d'évaluation qui sont variables. Au-delà, après, de financer des projets d'excellence, la Commission européenne et Horizon Europe permettent de financer tout type de projet, donc couvrant le spectre de la recherche et de l'innovation. C'est très intéressant par rapport à vos travaux de recherche. Donc, ça va donc de la phase d'idéation avec de la recherche fondamentale jusqu'à vraiment l'accession au marché avec des projets qui se focalisent sur le scale-up des entreprises qui développent des solutions disruptives. Et enfin, c'est important aussi de garder en mémoire que la Commission a pour intention de financer des projets ayant un impact fort. Alors, on y reviendra plus en détail tout au long du webinaire, mais c'est vraiment essentiel que votre projet puisse impacter le ou les marchés, qui soient aussi visibles auprès des citoyens européens et que les résultats, bien sûr, puissent être réplicables. Alors, concernant les prérequis, tout d'abord, la première question à se poser, c'est votre projet nécessite-t-il une envergure européenne? Est-ce que le projet aura-t-il un impact en fait à l'échelle européenne? Ou est-ce qu'il serait plus pertinent de le faire financer par un financement national ou régional? Ce sont des vraies questions à vous poser d'entrée de jeu avant même de prendre la décision de vous lancer sur des appels à projets bien spécifiques. Pour les projets individuels, demandez-vous si vous avez un intérêt aussi à viser le marché européen. Et pour les projets collaboratifs, est-ce que vous avez un intérêt à vous allier avec des partenaires venant d'autres États membres? Ensuite, il faut noter que c'est une institution qui dépose un projet et pas une personne physique. Ce n'est pas un chercheur qui va pouvoir déposer seul un projet. Ça sera vraiment fait au nom de l'organisation. Donc, c'est donc important aussi de vous informer auprès de votre entité
pour savoir si le projet que vous souhaitez soumettre, il est vraiment en adéquation avec la stratégie de l'institution et que cette dernière aussi est prête à s'engager au sein d'un projet européen. En parallèle de ça, c'est aussi essentiel de s'assurer que le projet que vous souhaitez soumettre permettra de répondre aux grands défis identifiés par la Commission européenne, donc, tels que le climat, le vieillissement de la population, la digitalisation, et j'en passe, et pour lesquels vous allez pouvoir trouver des appels à projets correspondants. Ensuite, c'est important de connaître votre capacité d'absorption en termes de charge de travail. Alors, les projets européens, que ce soit au moment du montage ou au moment de leur implémentation, si vous recevez le financement, ils demandent énormément de temps et ils doivent être vraiment considérés comme un projet dans le projet. Donc, avez-vous les ressources? Avez-vous aussi l'expérience suffisante pour être coordinateur ou partenaire au sein d'un projet? Quel rôle voulez-vous avoir dans un projet, mais aussi quel rôle pouvez-vous avoir dans un projet, sachant qu'on conseille toujours aux primo-accédants de ne pas se lancer dans la coordination de projet pour une première expérience. Et ensuite, quelle est votre capacité de cofinancement? Alors, les taux de financement, ils sont très attractifs, comme l'a mentionné Pauline, mais si vous êtes une entité privée, il sera fort probable que vous ayez aussi besoin d'apporter une contrepartie pour couvrir les coûts non financés. Et enfin, est-ce que vous êtes ouvert à la collaboration au sein d'un consortium, puisque cela peut impliquer aussi des notions de partage de propriété intellectuelle notamment. On va passer donc à la slide suivante. Voilà, donc il faut aussi savoir qu'un projet européen commence bien avant son lancement officiel et qu'il existe souvent une période assez longue, assez délicate sur l'identification de l'appel à projet, la consolidation de l'idée qu'on veut porter, de constitution du partenariat. Et pour naviguer au mieux pendant cette période d'idéation, qui est vraiment pas évidente, car c'est le moment où on ne sait pas trop où aller chercher de l'information, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit des plateformes ou des événements qui vont vous fournir les informations clés sur les appels à projets ou même sur l'identification de partenaires potentiels. Alors, en tout premier lieu, pensez à participer aux journées d'information. Elles sont organisées soit au niveau de la Commission européenne, soit au niveau national, et elles constituent vraiment une super opportunité pour vous de rencontrer des porteurs de projets, donc des futurs coordinateurs ou des futurs partenaires. Et c'est également pour vous l'occasion de parler avec des chargés de projet de la Commission européenne. Alors, au niveau national, elles sont organisées par les points de contact nationaux, normalement dans toutes les régions. Et bien sûr, au vu du contexte sanitaire actuel, elles se déroulent bien souvent en ligne, mais le point positif, c'est qu'elles peuvent ensuite être visionnées autant que besoin. Ensuite, l'autre outil de référence et d'information à connaître, c'est le portail du participant de la Commission européenne. C'est le point d'entrée unique pour tous les porteurs de projets et les bénéficiaires, pour ceux qui ont la chance d'être financés, bien sûr. Et ce portail, il met à disposition des services et des outils qui vous permettront de rechercher des opportunités de financement, c'est-à-dire trouver les différents appels à propositions, télécharger les documents officiels comme les templates des propositions, et enfin, par la suite, soumettre les propositions, puis les gérer si jamais vous avez accès au financement. Alors, il faut noter aussi qu'en parallèle de ce portail, vous pouvez aller vous documenter sur un autre portail qui est le site du gouvernement français. Le ministère de l'Enseignement supérieur a mis donc une plateforme d'accompagnement qui s'appelle h2020.gouv.fr et qui contribue à sensibiliser, à améliorer la participation des acteurs publics et privés au sein des programmes européens. Ensuite, pensez vraiment à analyser en profondeur les programmes de travail européens qu'on appelle les work programmes, dans lesquels s'inscrivent les appels à projets. C'est là où vous allez connaître dans le détail les attentes de la Commission européenne pour chacun des appels à projets. Vous aurez notamment le détail sur le grand défi posé et le périmètre, ce qu'on appelle le challenge et le scope. Ensuite, vous aurez des informations relatives aux impacts qui sont attendus par la Commission européenne, les niveaux aussi de TRL, donc TRL c'est pour Technological Readiness Level, qui sont attendus pour ainsi démontrer que les activités proposées correspondent au niveau de maturité attendu par la Commission européenne, et ensuite le niveau de financement maximum afin de rester dans la fourchette de subvention acceptable pour le financeur. Et dernier point, bien sûr, évaluer les forces et les faiblesses de votre projet. C'est un gros morceau de votre travail, mais une fois que vous aurez collecté l'ensemble des informations relatives aux appels à projets, c'est vraiment pouvoir mesurer l'impact potentiel de votre projet par rapport aux attentes de la Commission européenne. En termes d'agenda, il faut savoir qu'aujourd'hui, Horizon Europe n'est pas officiellement publié, donc vous n'aurez pas, même en vous connectant sur le portail du participant de la Commission européenne, vous n'aurez pas encore aujourd'hui accès à l'intégralité des appels à projets, mais il devrait être publié courant avril de cette année. Donc, je vais laisser la main à Peggy pour parler un petit peu plus du montage du consortium.
Bien, merci Stéphanie pour cette introduction très complète. Donc, on va s'intéresser maintenant à l'équipe projet, qui est un enjeu clé en fait tant par sa constitution que par son animation. Alors, dans sa constitution, tout d'abord parce qu'il vous faudra trouver des partenaires fiables, de confiance. Donc, vous pouvez les trouver bien sûr dans votre écosystème proche, mais pas uniquement, puisque les projets collaboratifs, notamment, peuvent être des opportunités pour tester de nouvelles alliances, de nouveaux partenaires. Bien sûr, il faut s'assurer d'une bonne complémentarité, une bonne cohérence des compétences. Donc là, on pense bien sûr à des compétences techniques, mais aussi il faut respecter la cohérence par rapport à l'exploitation, donc s'assurer notamment qu'on couvre la chaîne de valeur. Et là, en général, donc on va avoir un partenariat qui va avoir une couleur 3I, c'est-à-dire internationale, interdisciplinaire, intersectorielle. Donc, il faut être prêt aussi donc, à s'engager dans ce type d'association. Et dans cette définition de partenariat, d'avoir toujours en vue d'assurer des rôles clairs et engageants pour tous les partenaires. En ça veut dire d'une part d'allouer les responsabilités de manière intelligente par rapport aux compétences et aux équilibres dans la proposition, mais aussi de bien conforter les positionnements des intervenants, j'allais dire, puisqu'ils ne seront pas forcément des partenaires. Il y a d'autres rôles tels que des third parties, des sous-traitants, des advisory board members. Donc, tout dépend vraiment du rôle du partenariat dans le développement et aussi des ressources qui sont engagées. Notamment, il faut s'alarmer quand les ressources sont trop limitées dans un projet. Et bien sûr, ce qui est important, et là, il faut assurer la même dynamique que vous allez espérer mettre en place dans la gestion du projet. Donc, il faut mobiliser ses partenaires. Donc, ça veut dire pour cela, bien sûr, de bien comprendre les besoins et les motivations de chacun, mais aussi peut-être leurs difficultés, les circuits de décision. Donc, ça, c'est particulièrement vrai pour les PME, mais aussi les grands industriels. Donc, il faut anticiper ça. Donc là, on se souvient du conseil précieux, Stéphanie, de garder en tête l'agenda de montage. Donc, ça peut prendre du temps, ces circuits de décision, donc il ne faut pas les négliger. Et puis, bien sûr, il faut comprendre les motivations, c'est-à-dire pourquoi ce partenaire souhaite être entré dans le projet. Et c'est non seulement important de le percevoir, mais surtout, il faut bien le présenter dans la proposition. C'est vraiment un facteur clé, c'est-à-dire l'évaluateur doit comprendre la raison d'être de chaque partenaire dans la proposition. Et enfin, là aussi, de la même manière que vous allez le réaliser dans la gestion de projet, il faut avoir un suivi très fin du montage. Comme Stéphanie l'a dit, c'est un projet dans le projet, le montage. Et donc, il faut optimiser le temps et les ressources qui sont mises à disposition par l'ensemble des partenaires sur cette période. Donc, tout ça, ça sert à assurer une intelligence collective autour de votre idée de projet et ça va servir à un projet solide et convaincant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue exploitation des résultats. On peut passer à la slide suivante. Enfin, donc, en parallèle à la constitution du projet, il est important de s'assurer rapidement de la bonne définition des contours du projet. Donc, pour ce faire, un projet doit répondre à 3 questions essentielles. Donc, la première, c'est pourquoi. Ensuite, ce qu'on veut faire, le what, et le how, donc comment on va le faire. Donc, c'est important de vraiment suivre cet ordre de questions. Tout d'abord, la genèse de projet, elle repose sur l'identification de besoins et d'impacts forts. Ensuite, il est important de positionner la réponse que vous souhaitez apporter donc en définissant des objectifs clairs qui desservent ces besoins et ces impacts que vous avez préidentifiés et démontrer le potentiel d'innovation en regard de l'état de l'art du secteur, état de l'art qui doit être vraiment exhaustif. Donc, on reviendra là-dessus un peu plus loin. Et enfin, et en dernier, on définit l'approche, les activités, les compétences requises et les ressources pour la réalisation. Et j'oserais dire pas l'inverse parce que trop souvent, les gens commencent par les activités et les compétences et ensuite réfléchissent à des objectifs et des impacts. Donc vraiment, on vous invite à procéder de cette manière pour avoir une proposition percutante et qui réponde bien aux objectifs des programmes de travail de la Commission européenne. Donc, je vais repasser la parole à Stéphanie pour les bonnes pratiques.
Merci Peggy. Alors, première bonne pratique, c'est au niveau de la rédaction. Donc, comme on l'a mentionné, vous allez faire face à un calendrier qui est assez contraignant et ensuite à une charge de travail assez conséquente. Donc, il va vraiment falloir planifier la rédaction. Donc, pensez à planifier la rédaction comme un projet avec des dates précises et des jalons d'avancement qui seront revus lors de points réguliers. Ensuite, créer une équipe de rédaction. Donc, la rédaction de proposition, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, pensez à définir dès le début les rôles de chacun. Et ensuite, comme le mentionnait Peggy, vous allez souvent travailler avec d'autres partenaires. Donc, pensez à responsabiliser notamment les responsables des work packages, donc des lots de travail. Ça va vraiment vous permettre de donner un premier cadre à l'organisation des travaux à réaliser. C'est la première bonne pratique sur la rédaction. Ensuite, si on passe à la slide suivante, on va revenir sur d'autres bonnes pratiques qui concernent cette fois-ci le format. Alors d'abord, pensez à respecter le modèle, donc le template qui est fourni par la Commission européenne, que vous trouverez donc dans le portail du participant, et respectez surtout le nombre de pages. Alors les dossiers ne doivent pas excéder un nombre de pages limite. Normalement, pour Horizon Europe, sur les projets collaboratifs, ça sera 45 pages. Sinon, sachez que toute page supplémentaire sera floutée et le contenu sera inaccessible aux évaluateurs. En sachant que le budget du projet est détaillé en toute fin du document, ça porterait clairement un préjudice lors de l'évaluation. Ensuite, pensez vraiment à faciliter le travail de l'évaluateur sur le fond et la forme, parce que ce dernier a de nombreux projets à évaluer dans un temps qui est clairement imparti. Donc, pensez à mettre en évidence les idées fortes, n'exposer en général qu'une idée par paragraphe, optez vraiment pour un style qui soit concis dans un anglais aussi qui soit correct mais simple, puisque les évaluateurs ne sont pas forcément des anglais natifs. Ensuite, pensez à expliciter les termes techniques, les abréviations avec l'ajout d'un petit glossaire. Pensez aussi à utiliser des visualisations pour clarifier vos idées fortes. Donc, clairement, ça va aider le travail de l'évaluateur. Ensuite, rendez votre proposition unique, alors que ce soit sur la forme ou sur le storytelling de votre projet. Adoptez aussi une posture qui soit transparente et convaincante. La rédaction vraiment d'une proposition gagnante, elle repose avant tout sur la capacité à convaincre l'évaluateur et à l'inciter à se projeter dans votre projet grâce à ce discours en fait, qui est concis. Alors, évitez les généralités parce que ça a tendance quand même à irriter l'évaluateur, même pour les parties non techniques. Étayez vos démonstrations avec des données chiffrées, des données qui soient sourcées. Ne cherchez pas à cacher des éléments aussi sur des brevets existants, sur des projets en cours, sur une concurrence potentielle. Et enfin, ne négligez pas les mots-clés et l'abstract du projet. Alors, en effet, ces mots-clés-là que vous choisirez sur la plateforme en ligne au moment du dépôt de votre soumission, ils vont déterminer le profil de vos évaluateurs. Donc, pensez à porter une attention particulière aux premières pages aussi de la proposition avec cet abstract, puisque c'est ce qui donnera envie aussi à l'évaluateur d'aller plus loin dans la lecture de votre projet. Ensuite, pour finir sur les bonnes pratiques, ne passez pas à côté des aspects transversaux. Donc, premièrement, le genre. Le genre, il était déjà très présent sous Horizon 2020 et il le sera encore plus sous Horizon Europe. Donc, des questions de genre, elles doivent apparaître à la fois dans les contenus et les méthodes de la recherche qui sont plus efficaces quand ils incluent la dimension du genre, mais aussi dans l'équilibre à atteindre entre hommes-femmes dans vos équipes de recherche. Ensuite, les questions éthiques. Donc, la dimension éthique de la recherche, c'est une préoccupation pour tous les projets financés au titre du programme. Et ça, il vous appartiendra directement, en fait, d'évaluer ces considérations dès la préparation du projet. Alors, pas seulement pour répondre aux exigences réglementaires, mais avant tout pour améliorer la qualité de la recherche qui sera menée. Ensuite, la coopération internationale, c'est tout ce qui concerne l'interaction avec les pays tiers, c'est-à-dire les pays qui sont éligibles, mais hors pays membres de l'Union européenne et des pays associés au programme. Donc, la coopération internationale, elle fait partie des enjeux transverses d'Horizon Europe et la Commission verra donc d'un très bon œil que vous impliquiez en fait toute organisation venant de ces pays tiers au sein de votre consortium. Concernant les sciences humaines et sociales, il faut garder en mémoire que Horizon Europe vise à financer des projets collaboratifs ou individuels dont l'objectif est de rapprocher la science et la société sur des sujets qui sont variés. Ça va de l'égalité homme-femme, l'éthique, la promotion des carrières scientifiques, l'éducation, la communication, j'en passe. Donc, ne négligez pas non plus ces aspects relatifs aux sciences humaines et sociales.
Et enfin, alors l'open science, qu'est-ce qu'on entend par l'open science? L'open science, si on prend l'exemple de l'open access, qui est l'application du principe d'ouverture aux publications des chercheurs, l'open science peut être perçu comme l'application de ce même principe à l'intégralité en fait, de la production scientifique. Ça englobe notamment l'open notebook, donc c'est le partage des carnets de recherche, l'open data, le partage des données, qui est connu par tous, l'open source, qui est pour le coup le partage des codes sources qui sont développés, l'open access, je viens d'en parler avec le partage des publications, et puis encore tout ce qui est open peer review, donc là c'est le partage des commentaires des relecteurs potentiels sur les publications scientifiques. Je vais repasser la main à Peggy pour les objectifs. Merci Stéphanie. Oui, donc tout d'abord, quand on va s'intéresser aux 3 critères, aux 3 parties de la proposition, on va bien sûr montrer que le projet doit répondre à des objectifs ambitieux. Donc souvent, on définit ceci par l'acronyme SMART, qui correspond en fait à un concept de management par des objectifs qualitatifs et quantitatifs sur une période définie. Donc, pourquoi, bien sûr, c'est important de démontrer que les objectifs sont spécifiques, qu'ils sont mesurables, donc c'est-à-dire de qualifier les objectifs pour être en mesure de déterminer si je les ai atteints, ce qui est quand même un point important, qu'ils soient appropriés et ambitieux et qu'ils tiennent compte des contraintes de moyens et de temps dont le consortium dispose d'un point de vue individuel et j'allais dire contextuel. Et enfin, bien sûr, on les associe à un critères de temps, c'est-à-dire à quel horizon je vais réaliser ces objectifs. Et l'horizon, il est aussi très important pour l'évaluation du projet. Donc, si on continue dans la partie excellence, il va falloir bien sûr montrer que le projet dépasse l'état de l'art. Donc ça, c'est essentiel. Donc, on va bien sûr démontrer le potentiel d'innovation du projet et aussi qu'il est en adéquation avec le niveau de TRL, c'est-à-dire la maturité technologique du projet par rapport au topic que vous visez. Ça, c'est vraiment important d'être en adéquation avec ce point. Et j'allais dire, ça fait partie aussi de l'analyse SWOT, donc des forces et des faiblesses que Stéphanie avait mentionnées au début de cette présentation. Enfin, il faut donc démontrer de quelle manière vous définissez une approche, un concept qui est adapté aux objectifs et qui est surtout interdisciplinaire. C'est vraiment un point qui était déjà important dans les précédents programmes cadres et qui va l'être encore davantage. Et pour terminer, démontrer que vous avez une bonne connaissance de la trajectoire technologique de votre projet, donc tant au niveau national qu'international, donc en faisant référence aux autres projets passés ou en cours dans le domaine. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour s'intéresser cette fois aux impacts, donc comme ça a déjà été souligné, c'est une partie qui est très importante. Et là, on vous invite vraiment à commencer à la travailler en parallèle à l'excellence et ne pas attendre d'avoir terminé cette partie pour s'atteler aux impacts. Tout d'abord, pourquoi? Parce qu'il faut bien différencier donc, et comprendre les objectifs des impacts. Et donc aborder donc le cadrage du projet et dans son contexte complet, donc national, international, comme on l'a dit, de démontrer de quelle manière, d'un point de vue stratégique, il répond bien aux agendas stratégiques du secteur, par exemple, en plus des grands défis du programme, aux objectifs de développement durable des Nations Unies, par exemple. Donc, ces éléments vont, j'allais dire, donner de la saveur à votre proposition et peut-être lui donner plus de poids qu'une proposition qui serait concurrente et qui aborderait moins bien ce point. Quand vous allez travailler cette partie, c'est important de ne pas oublier l'impact sur la société. Donc, on voit que c'est vraiment une partie croissante aux yeux de la Commission en termes d'importance. Donc, vraiment, on vous invite à réfléchir à ce point. Donc, en plus des impacts environnementaux, économiques, etc., qui sont assez classiques.
Et enfin, ces impacts, ils n'ont de sens que si vous définissez des indicateurs pour les mesurer. Donc, pour ce faire, en général, on les définit en parallèle aussi aux indicateurs d'objectifs et de bien définir et de bien démontrer que vous avez une bonne perception du cadre d'exploitation. Donc là, il vous faut bien décrire la stratégie en matière de propriété intellectuelle et bien sûr la préparation, l'anticipation de l'accord de consortium qui va fournir le cadre d'implémentation de cette exploitation. Donc, enfin, pour terminer, la mise en œuvre, alors c'est en général une partie qui est, j'allais dire, abordée de manière plus volontiers par les chercheurs et les ingénieurs qui ressemblent plus j'allais dire, au quotidien de tout un chacun. Cependant, on va quand même attirer votre attention sur un certain nombre de points. Donc, tout d'abord, il est important de montrer les synergies entre les partenaires lorsque vous allez décrire les activités. Donc, vraiment pour démontrer la bonne excellence de la proposition et la complémentarité des partenaires. Donc, on va avoir dans ce partenariat, comme on l'a vu, des secteurs géographiques différents, des disciplines différentes. Donc, il est important de bien démontrer la bonne cohésion de cet ensemble et les interactions entre eux. Donc, de proposer, ça paraît évident, mais un plan de travail adapté avec des moyens correspondants. Et là, c'est peut-être plus important de le souligner, de bien préciser, penser au rôle de chacun. Donc, vraiment se focaliser dans cette partie sur le qui fait quoi et on n'est plus dans la réponse à pourquoi on le fait. En fait, ce qu'on fait, on l'a décrit avant. Pourquoi on le fait, on l'a décrit avant. Là, on décrit vraiment qui fait quoi à ce stade. Et enfin, il est important de préciser qu'il faut démontrer que vous avez fait une bonne analyse des risques de votre projet et que vous avez un bon plan de gestion de ces risques. Ça, on va insister là-dessus parce qu'on observe trop souvent que c'est une partie qui est assez mal traitée en fait, dans les propositions, alors que finalement, elle est le reflet de votre capacité à bien monitorer le projet dans sa réalisation. Donc, vraiment, on vous incite à avoir une attention toute particulière sur les risques. Et enfin, bien sûr, bien décrire les ressources que vous avez implémentées. Donc, comme le disait Stéphanie, c'est en fin de proposition, mais c'est important de bien démontrer les équilibres, les bonnes adéquations des ressources. Et voilà, donc vous avez nos coordonnées donc en cas de questions qui s'affichent à l'écran. Et nous sommes aussi bien sûr disponibles pour les questions que vous aurez pu poser pendant cette session. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Donc, vous l'avez compris, en fait, se lancer dans un projet européen demande une bonne préparation de par le niveau de sélection des appels, de par les codes qu'il faut savoir décrypter. Et du coup, l'accompagnement devient le maître mot, est le maître mot pour pouvoir vivre sereinement le montage d'une candidature. Et cet accompagnement peut prendre des formes très, très différentes. Pour trouver le bon accompagnement, c'est important de se questionner sur ses besoins, ses capacités, effectivement, si c'est la première fois pour vous, de vous impliquer dans un projet européen, si vous avez des ressources en interne, si vous avez du temps à y consacrer. Et puis, l'Europe offre tout un éventail de programmes de financement qui n'ont pas tous les mêmes exigences. Effectivement, si vous souhaitez déposer un dossier EIC, donc Conseil européen de l'innovation, ou un projet collaboratif Horizon Europe. Donc, ce sont des programmes qui sont très bien financés, mais qui sont lourds à monter et très concurrentiels. Ces dossiers demanderont de toute façon plus d'implication que des dossiers type Eurostars, qui est un programme européen de développement de l'innovation plutôt en bilatéral, donc petit partenariat, ou un dossier répondant à un appel de financement en cascade. Slide suivante. Et puis, ce niveau d'application va dépendre aussi du rôle que vous pouvez avoir au sein d'un projet, si ce projet est collaboratif. Vous pouvez être effectivement
coordinateur, du coup, initier le projet, mais ça veut dire aussi le piloter, piloter son montage, piloter sa mise en œuvre, ou vous pouvez être uniquement partenaire. Partons du principe que vous avez l'ambition de participer à un projet européen. Et du coup, nous allons vous proposer un arbre de décision qui va vous permettre, vous aider de trouver le bon accompagnement. Sur la phase maturation, donc vous avez une idée de projet que vous souhaitez développer en projet. Vous pouvez avoir besoin effectivement d'aide pour identifier le bon dispositif de financement, pour structurer cette idée en projet. Là, contactez votre référent Europe en région, qui peut être les 7 technopoles de Bretagne, mais il y a d'autres ressources aussi, telles que BDI ou les pôles de compétitivité, et qui peuvent vous mettre en lien aussi avec des consultants si besoin. Slide suivante. Pour le montage, donc, comme je vous disais, vous pouvez être partenaire de projet. Et là, votre référent Europe en région peut vous accompagner sur la bonne compréhension du cadre européen, sur l'appui à l'écriture d'une partie du dossier, parce que si vous coordonnez, pilotez la réalisation dans le cadre d'un projet collaboratif, eh bien vous aurez des parties à écrire, ou sur la construction de votre budget. Slide suivante. Et en tant que coordinateur, si vous sollicitez un dispositif tel que des projets collaboratifs Horizon Europe, Conseil européen de l'innovation, EIC, Blue Economy Window, qui sont des dispositifs assez lourds, vous aurez besoin d'un accompagnement. Et notamment, il vous est vivement recommandé de travailler avec des consultants, notamment sur l'écriture de dossiers pour maximiser vos chances de réussite. Sur des dossiers type financement en cascade ou Eurostars, votre référent Europe en région pourra vous accompagner sur le montage, sur l'écriture, sur la recherche de partenaires. Et suivant le temps que vous avez à y consacrer, les compétences en interne, vous pouvez aussi avoir besoin d'aide pour l'écriture de dossiers. Et là, les consultants pourront vous accompagner. Slide suivante. Concernant les 7 technopoles de Bretagne, donc comme vous le disait Pauline en introduction, notre accompagnement s'inscrit dans une mission d'intérêt général et en fait, il va se dessiner suivant les besoins de l'entreprise. On pourra vous accompagner sur la phase de maturation, de préparation de la proposition, sur la relecture critique de la candidature. Et là, j'insiste parce qu'en fait, c'est vraiment un point essentiel de faire relire sa candidature auprès de plusieurs personnes. C'est un conseil, une recommandation de la Commission européenne et des points de contact nationaux, et ce, sur quelle que soit la candidature de projet européen, pour justement avoir un retour sur votre candidature et lui apporter et l'enrichir en fait. Et puis, quand le projet est approuvé, nous pouvons vous accompagner en fait sur le volet administratif et financier. Là, l'ensemble de cet accompagnement est donc gratuit. Pour ce qui concerne l'accompagnement des consultants, je laisse la parole à Marjorie Watchell d'ACI. Oui, bonjour à tous. Donc, slide suivant. Hop. Merci beaucoup. Donc, comme on vient de le voir, monter un projet nécessite du temps et de l'expérience. Et donc, c'est pour cela que les consultants vont avoir un rôle important à jouer sur ces projets dans la préparation des dossiers. Et notamment, pourquoi faire appel à un consultant? D'abord parce qu'il va vous éviter des erreurs majeures et respecter le formalisme attendu. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour chaque typologie de projet qu'on souhaite soumettre, la commission donne un format de dossier à remplir, ainsi qu'un certain nombre d'indications, et qui peuvent changer d'un appel à projet à l'autre, c'est-à-dire même d'une année sur l'autre. Et donc, c'est important de bien avoir les bons documents au moment où on répond.
Notamment, par exemple, il peut y avoir des changements de template ou l'ajout de documents spécifiques, comme par exemple des vidéos. Voilà. Ensuite, le consultant va vous aider à comprendre les attentes explicites et implicites des financeurs. En fait, le consultant, enfin la société de conseil s'occupe de préparer de nombreux projets sur les appels à projets différents et donc va pouvoir, avec les retours qu'elle a sur les projets qu'elle a précédemment montés, pouvoir vous aider à être sûr de bien répondre à ce qui est attendu par la Commission européenne. De plus, certains consultants sont aussi experts évaluateurs de la Commission européenne et peuvent aussi vous apporter un retour par rapport à l'évaluation. Bénéficier d'une force de frappe adéquate. En effet, on a vu que monter un projet, ça demande beaucoup de ressources. Donc, souvent en interne, vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires sur le temps qui est imparti. Donc, faire appel à un consultant, ça vous permet de rajouter des ressources humaines et donc d'avoir l'équipe projet la plus adaptée à la réponse au projet. Ensuite, construire un projet que vous pourrez implémenter en cas de financement. Alors ça, c'est aussi très important. En fait, les consultants, ils vont être impliqués à la fois sur du montage de projet, mais aussi sur de la gestion de projet quand celui-ci est accepté. Donc, par rapport à ça, ils vont pouvoir vous faire des retours sur des projets qui sont en cours de gestion et vous éviter ainsi des erreurs pendant votre montage. Et enfin, capitaliser sur le travail effectué. En fait, l'ensemble des documents qui vous sont fournis par le consultant, que ce soit le dossier qu'on complète pour la Commission européenne ou tous les éléments qui servent pour la recherche de partenaires, vont vous être utiles une fois que le projet sera déposé, notamment par exemple pour rédiger les dossiers techniques du crédit d'impôt recherche, pour vous aider à vous implanter dans un nouveau pays grâce à des partenaires que vous aurez identifiés, etc. Par contre, le consultant ne fait pas tout. D'abord, en tant que coordinateur, vous devez prendre les décisions clés. Notamment, le consultant va vous proposer des partenaires si vous lui demandez de vous aider à chercher des partenaires dans d'autres pays. Mais c'est bien sûr à vous de décider si vous avez envie de travailler avec ces partenaires-là ou pas. Le consultant va vous indiquer qu'il est nécessaire d'avoir des objectifs par rapport à certains sujets parce que c'est demandé par l'appel à projet auquel on répond, mais c'est vous qui devrez quantifier ces objectifs-là. Le consultant ne va pas non plus inventer de l'information. Rédiger un dossier, c'est 90% du dossier, c'est des éléments techniques. Le consultant ne peut pas être expert sur tous les sujets. Donc, il va vraiment s'appuyer sur les compétences des partenaires pour rédiger le dossier et il ne va pas rédiger lui-même notamment les parties scientifiques et techniques. De la même façon, concernant le budget, le consultant va bien connaître les règles de la Commission européenne, va pouvoir vous les présenter, vous les expliciter. Cependant, il est nécessaire que ces règles de la Commission européenne soient validées par vos comptables et que vous enregistriez les dépenses dans votre comptabilité de la même façon. Le consultant ne va pas définir vos règles comptables et budgétaires à votre place. Enfin, la mission de conseil et la mission de montage, c'est une co-construction d'un projet. C'est vraiment très important que le consultant et l'ensemble du partenariat avancent main dans la main pour construire le projet. Slide suivant. Comment choisir le consultant? Donc, dès que vous envisagez sérieusement de monter un projet, ça veut dire qu'il est temps de chercher un consultant. Essayez de le faire le plus tôt possible. Le consultant n'est pas un pompier, il n'est pas là pour vous aider à monter un projet en 15 jours, c'est impossible. Votre projet n'aura aucune chance de succès. On a vu que monter un projet, c'est vraiment un projet dans le projet. Donc, il faut prendre le temps pour avoir les meilleures chances de succès. Nous vous recommandons de consulter toujours au moins 2 consultants, enfin 2 sociétés de conseil avant de choisir pour avoir le choix, afin de bien définir avec ces sociétés ce qu'ils vont pouvoir vous apporter comme compétences et comme ressources. Et puis aussi parce que l'intuité personae, c'est-à-dire le travail avec une personne en particulier, est un élément clé pour la réussite du projet.
Choisissez des consultants reconnus, c'est-à-dire des consultants qui sont dans des sociétés de conseil qui vous auront été recommandés par votre réseau. Il faut savoir aussi que BPI France tient à jour une liste de sociétés de conseil qu'ils ont référencées pour leur sérieux dans le montage de projet. Donc, n'hésitez pas à faire appel à BPI France pour avoir des noms de sociétés de conseil si vous n'en connaissez pas par ailleurs. Enfin, choisissez votre consultant de façon rationnelle. Posez-vous la question de quelles sont les compétences dont vous avez besoin et quelle est la disponibilité dont vous avez besoin. En effet, les consultants vont pouvoir vous accompagner à la fois sur la propriété intellectuelle, sur la recherche de partenaires. Et donc, définissez bien les besoins qui vous manquent afin de choisir un consultant avec les bonnes compétences. Comme je vous l'ai expliqué, il est extrêmement important de rencontrer dans la société de conseil les consultants qui vont travailler avec vous, de façon à ce que vous validiez qu'ils correspondent bien à des personnes avec lesquelles vous pourrez travailler. Enfin, il existe différents modèles économiques dans les sociétés de conseil, soit des formules au forfait, des formules au temps passé, des formules avec une prime au succès si jamais le projet est accepté. Tous ces modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc n'hésitez pas à en discuter avec la société de conseil que vous aurez choisie. Et si votre projet est en partenariat, posez-vous la question, est-ce que vous voulez que l'ensemble du partenariat contribue au coût de montage? Et si c'est le cas, impliquez le consultant et les partenaires au plus tôt dans la démarche de mutualisation des coûts du projet. Voilà. Quelques ressources documentaires, donc c'est des sites dont on vous a parlé, dont Peggy et Stéphanie vous ont parlé dès le démarrage, ainsi que Rosane et Pauline. Alors, en fait, le BPI va pouvoir soutenir financièrement le montage de votre projet et va avoir plusieurs offres qui vont s'adresser en fait au corps du projet, donc à ceux qui pilotent. Donc ici, on vous a mis deux types d'aides financières. Il y a le diagnostic partenariat tech international qui, lui, va concerner les appels à projets collaboratifs qui ciblent en fait les startups, les PME et les ETI de moins de 2000 salariés. Et du coup, le financement pourra intervenir à hauteur de 50% du coût de la prestation d'un consultant dans la limite de 25 000 €. Et puis, il y a le diagnostic Europe qui, là, concerne en fait des appels à projets individuels type EIC Accelerator, qui, là, cible uniquement les startups et les PME. Et le financement pourra intervenir à hauteur de 50% du coût de la prestation d'un consultant dans la limite de 20 000 €. En sachant qu'il existe aussi une aide pour le montage de projets de défense, aussi une aide BPI, hein, et que ces demandes auprès de BPI sont à faire au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux ou vers nous si vous avez des questions. Slide suivante. Pour conclure, vous dire que ce webinaire s'inscrivait dans le cadre du réseau Noé, du réseau régional Noé, qui est le réseau breton de soutien aux acteurs de la recherche et aux entreprises pour accéder au financement européen, qui regroupe une trentaine de structures sur les champs de la recherche et de l'innovation, de l'université au pôle de compétitivité, en passant par les centres techniques, BDI ou les technopoles. Et son objectif, c'est véritablement de faciliter l'accès, alors de développer l'implication des acteurs bretons dans des projets européens et de faciliter l'accès au financement, à ces financements. Et il est piloté par la région Bretagne et co-animé par BDI et par l'A2PE sur le volet académique. Slide suivante.
On vous remercie de votre attention. Juste pour vous dire aussi qu'on organise un webinaire prochainement sur la préparation de la candidature, d'une candidature, donc EIC Accelerator. Donc, ce webinaire sera pas ouvert, uniquement dédié aux entreprises qui souhaitent déposer, donc individuellement, hein, puisque c'est un programme européen individuel. Qui ont l'ambition de déposer ce type de candidature au mois de juin. Et maintenant, place aux questions. Donc, je laisse la parole à Pauline. Merci à toutes pour vos interventions. Alors oui, on va passer aux questions-réponses. On a une première question par rapport au coût d'un consultant. Donc, quel ordre de grandeur pour le coût d'un consultant au pourcentage de l'aide européenne reçue? Alors, je ne sais pas, Marjorie, par exemple, si vous voulez répondre à cette question. Bonjour. Donc, en fait, ça va être compliqué de répondre directement à cette question puisque ça va vraiment dépendre des sociétés de conseil. En fait, si vous demandez notamment une aide de BPI France, comme vous avez pu le constater, c'est 50% du prix de la prestation qui sera couvert par BPI France avec un maximum 25 000 €. Donc, dans ce cadre-là, et en fonction de ce que vous voulez que le consultant fasse pour vous, ça peut être suffisant et il peut ne pas y avoir de prime au succès. Voilà. Ce qui est important, c'est de demander plusieurs devis pour avoir vraiment une visibilité de ce que ça va coûter et bien identifier ce dont vous avez besoin en termes d'aide. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas tellement aller plus loin parce que c'est vraiment tellement variable. L'idée, c'est vraiment que les consultants s'adaptent à vos besoins et donc vous facturent en fonction de vos besoins. Très bien, merci. Il y avait aussi une autre question sur, vous avez évoqué qu'il fallait anticiper avant de contacter un consultant. Le plus tôt était le mieux, mais est-ce qu'en moyenne, vous pouvez nous donner une indication combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour consulter un cabinet pour le dépôt d'un projet, pour être sûr d'avoir une candidature solide? Je dirais il faut compter 3 mois. 3 mois, d'accord. 3 mois. Après, il faut aussi, ce qui est un élément qui est aussi important, c'est est-ce qu'il y a de la recherche de partenaires ou pas? Parce qu'on sait que s'il y a de la recherche de partenaires, afin, comme l'expliquait Peggy, que le consortium soit solide, c'est bien d'organiser une réunion de partenaires avant de déposer le dossier pour pouvoir, pour que les gens se rencontrent et pour créer un petit peu cette envie de travailler ensemble. Et donc, on voit bien qu'au niveau européen, pour arriver à réunir tout le monde, voilà, ça peut prendre du temps. Donc, moi, je dirais vraiment 3 mois, c'est une bonne durée si le projet est déjà bien construit. S'il faut chercher l'ensemble des partenaires, se projeter peut-être sur 4 mois, c'est pas mal. Il faut savoir aussi que les programmes de travail sont donnés à titre indicatif sur l'année à venir. Donc, on peut commencer on peut les lire en avance et commencer de réfléchir à éventuellement des candidatures et donc ne pas attendre que l'appel à projet soit officiellement publié, parce qu'ils sont officiellement publiés 3 à 4 mois avant la date limite, mais on a des indications sur les sujets qui vont être financés jusqu'à 1 an avant la date limite. Très bien. D'ailleurs, sur la recherche de partenaires, on avait également une question. Donc, vous aviez évoqué, vous pouvez aider les entreprises à rechercher des partenaires au niveau européen. Comment vous y prenez en fait pour aller les chercher, ces partenaires? Alors là, on va avoir, ça va être notre réseau. Comme on a monté beaucoup de projets européens, on a quand même une bonne connaissance de l'ensemble des partenaires qui sont disponibles en Europe. Ça va être aussi de travailler avec les EEN. Les EEN, c'est des réseaux qui sont financés par la Commission européenne et qui sont présents dans l'ensemble des États membres et qui sont chargés d'aider à la préparation des dossiers, de fournir de l'information aux porteurs de projets, etc. Et donc, les EEN, entre eux, se diffusent des recherches de partenaires
Et donc, quand on a un de nos clients qui a besoin d'un partenaire, on peut aller regarder sur les propositions des EEN et puis aussi faire remonter l'information aux EEN directement. Il y a aussi un site sur le Participant Portal où on peut présenter son entreprise et pour participer à des projets européens. Donc, on peut aussi aller regarder quelles sont les entreprises qui sont sur ce site-là et voir s'il y en a qui ont des compétences qui nous intéressent. Enfin, le dernier point, on sait qu'avoir des partenaires isolés en Europe, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Donc, on essaye souvent de travailler avec des organismes de recherche et leur demander, eux, s'ils connaîtraient dans leur pays des sociétés qui pourraient, dont les compétences, dont on leur donne les compétences. Et comme ça, on crée des micro-partenariats dans chacun des pays de notre projet et ça facilite grandement la gestion du projet quand le projet est accepté. Et puis aussi, ouais, pour compléter, via le réseau Noé Bretagne, on peut aussi mobiliser ce réseau, justement, comme on a des partenaires académiques au niveau régional et puis d'autres partenaires accompagnant des entreprises, on peut mobiliser notre réseau régional pour la recherche de partenaires, et y compris le réseau européen. On avait aussi une dernière question qui la porte sur le temps à estimer à mobiliser pour déposer un dossier européen, que ce soit un dossier EIC Accelerator ou Horizon Europe collaboratif. Là, c'est plutôt, je pense, sur le temps interne d'une entreprise à mobiliser pour le dépôt. Ça va dépendre de la maturité du projet en interne. Est-ce que j'ai déjà une grande partie des éléments qui sont à ma disposition? Donc ça, c'est un premier élément, le degré de maturité du projet en interne. Mais il faut quand même compter, même quand le dossier est bien mature en interne, je dirais un équivalent temps plein sur un mois de travail. Je dirais 150 heures à minima du chef de projet, quand le projet est déjà bien maturé, est déjà bien mûr dans la société. Mais ça peut aller jusqu'à quasiment un mi-temps pendant les 3 mois du montage. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, on a fait le tour des questions, je n'en vois pas d'autres. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci à toutes les intervenantes de ce matin pour la qualité de vos interventions. Et puis, merci bien sûr à tous les participants. On espère que ça a répondu à vos questions. Donc, voilà, on va vous envoyer la présentation. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Vous avez l'ensemble de nos contacts. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.